Mes chers internautes, bonjour. Dans cette vidéo, aujourd'hui, j'ai décidé de faire un grand pas. Pendant des années, je me suis demandé si un jour j'allais pouvoir raconter cette histoire qui me concerne puisque c'est mon histoire. Une histoire que j'ai vécue il y a 34 ans, que je vais vous raconter dans les moindres détails. J'ai gardé en mémoire et je vais vous raconter ce que j'ai vu, entendu avec mes yeux de jeune homme de 16 ans que j'avais à l'époque. Alors il y a 34 ans, alors que j'étais en fait de l'assistance publique, un enfant de la DAS, j'étais élevé dans une famille, je ne donnerai pas les noms évidemment, mais j'étais dans une maison familiale, considérée comme un enfant, comme l'un d'entre eux. Et j'avais beaucoup de problèmes avec les relations des jeunes de mon âge. Faut dire qu'à l'école, j'étais un petit peu un perturbateur. Je cherchais toujours à ce qu'on attire l'attention sur moi, en fait. J'essayais d'attirer l'attention sur moi. J'étais un enfant perturbé. Pourquoi? Parce que mes parents étaient divorcés. Je vivais pas dans la famille que j'aurais voulu vivre, évidemment. Mais j'étais pas heureux non plus. La famille chez qui j'étais, j'avais tout ce que pouvait espérer un enfant. Voilà, j'ai eu une bonne éducation. J'étais élevé à l'ancienne, etc. Mais il y a 34 ans, ça n'allait pas au niveau de centre scolaire où j'étais. Eh bien, l'assistante sociale qui venait me voir une fois par mois a fait un rapport et a décidé de m'envoyer dans une maison familiale. Cette maison familiale s'appelait le Centre Belle Étoile de Mercury. Un centre qui se trouvait au-dessus d'Albertville, qui aujourd'hui est devenu évidemment une résidence d'habitation. Ce centre-là, il y a pas mal de gens qui vont voir cette vidéo, qui vont se rappeler de ce centre. C'est un centre qui était fait pour les têtes brûlées, pour les enfants en difficulté, pour les voyous. Voilà. Alors que moi, j'en étais pas un, mais enfin, j'ai atterri là-dedans, en tout cas. Je suis arrivé un lundi et j'étais tout de suite encadré par des éducateurs avec un plan de formation qui était pâtissier, chocolatier, glacier, confiseur. J'avais 16 ans. Je suis arrivé le lundi. En arrivant, je fais mes affaires, je m'installe dans une chambre avec d'autres enfants de mon âge, d'autres ados. On était 3 ou 4 par chambre. Puis je commence à faire connaissance dans tout l'étage. C'était un bâtiment, plusieurs étages en fonction des métiers de chacun, du plan de formation de chacun, avec un éducateur principal attitré, et puis d'autres éducateurs qui interviennent tout au long du séjour. Alors que je me promenais dans le couloir et que j'allais discuter avec un camarade avec qui j'avais tissé un lien d'amitié, on va dire. Je m'assois sur un lit qui était tout fait et je discute avec donc cette personne. Et là, je vois une personne arriver. Je me rappelle, c'était un Tunisien. Il arrive et il commence à m'insulter. Je vais pas donner les insultes ici, sinon elle va être boycottée, la vidéo. Mais c'est des insultes vraiment de bas quartier. Et moi, j'ai répondu simplement en me levant et en poussant l'individu. Et à ce moment-là, j'ai rien vu. J'ai pris une châtaigne sur le nez. Donc le nez s'est mis à pisser le sang. Je suis allé donc me reboucher J'ai fini à l'hôpital d'Albertville. Et à l'hôpital d'Albertville, c'est là que tout commence. J'étais dans une chambre. Donc imaginez-vous, il y a 34 ans en arrière. J'étais dans une chambre. Au départ, j'étais tout seul. Et je me souviens j'étais à gauche de la porte d'entrée. Donc un lit. La porte d'entrée était là. On rentrait, j'avais mon lit sur la gauche, il y en avait un autre après aussi. Et puis à droite, donc en face les fenêtres qui donnaient sur la cour. Et à droite, il y avait 2 autres lits. Donc j'ai eu une double fracture du nez, donc j'ai eu une opération du nez. Donc ils ont redressé mon nez avec des broches, j'ai eu un plâtre, comme ça. Voilà. D'ailleurs, depuis ce jour-là, j'ai une déviation de la cloison nasale, ce qui fait que je respire très mal d'un côté d'une narine. Mais ça, c'est des conséquences. 2-3 jours plus tard, alors que j'étais hospitalisé, je vois une personne internée dans l'hôpital, donc un voisin de chambre qui s'installe sur le lit d'à côté. Un monsieur d'un certain âge, je ne saurais dire son âge maintenant, mais il paraissait avoir la quarantaine. Cet homme-là, c'était pas quelqu'un de banal parce que moi, avec mes yeux d'adolescent, je le voyais mystérieux parce qu'il parlait pas beaucoup. Je le voyais souvent fermer les yeux et méditer. Mais par contre, il avait des réponses à beaucoup de choses. Je lui posais des questions et il avait réponse à tout. Alors moi, comme j'avais soif de connaissances, je l'embêtais un peu et il me faisait savoir que des fois, il fallait que je me taise, qu'il avait besoin d'être tranquille. Jusqu'au moment où on arrive quand même à dialoguer, je lui demande pourquoi il est là. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Après qu'il m'a demandé, bien sûr, ce qui m'est arrivé. D'ailleurs, quand je lui ai expliqué ce qui m'est arrivé, la réponse qu'il a eue, c'est de me dire, surtout, ne cherche pas à te venger, tu perdras. Tu seras perdant.
alors qu'il me connaissait pas. Donc déjà, c'était assez bizarre. Bref, ces petits détails-là, je les invente pas. C'est vraiment des choses qui m'ont marqué, que j'ai gardées au fond de moi, et qui malheureusement m'ont un peu perturbé, on va dire. Ils m'ont perturbé ces événements parce que je vous dis, quand on est adolescent et qu'on subit des trucs comme ça, on est obligé de s'en rappeler. Pour l'instant, rien de bien. Il me raconte une histoire, alors qu'on est tous les deux dans la chambre. Il me raconte son histoire et il me dit, voilà, chahutant avec un ami à moi, j'ai pris un coup, un mauvais coup sur le côté et j'ai la rate qui a éclaté. La rate, ok. Du coup, évidemment, il a été hospitalisé à cause de ça. Et il me dit des choses que moi, je m'attendais pas à ce qu'il me dise. Il me dit, la personne qui lui a fait ça, c'est un homme qui voulait être champion du monde de tous les sports. C'est un homme qui jurait que par le sport, qui voulait être un des meilleurs sportifs au monde. Alors il sentait pas sa force, alors lui a mis un coup. Ok, bon, moi j'ai pas... Qu'avec le recul, qu'il y a des choses que j'ai compris plus tard, en me rappelant des paroles, parce que j'ai ressassé ça dans ma tête toute ma vie, et il y a des choses des mystères que j'ai pu élucider, des propos qui lui me disait, et j'ai pu faire évidemment une analyse beaucoup plus concrète après de ce qui m'est réellement arrivé. Il me dit que cette personne-là, elle va lui rendre visite bientôt. Ok. Le jour suivant, la personne vient. Le matin, je sais plus, vers 10h à peu près. Ouais, enfin, c'était à peu près en fin de matinée. Entre 10 et 12. Je vois une personne arriver là, dans la chambre. Il me dit bonjour. Il s'avance près du lit donc de ce monsieur qui s'appelait Monsieur Colomb d'ailleurs. J'ai rien oublié. Il s'approche. Il s'assoit donc à son chevet. Il prend la main de cette personne. Et je peux vous assurer, mesdames et messieurs, que pendant toute sa visite, je n'ai entendu aucun son de voix. Ils se sont parlé, je les voyais faire comme ça, simplement, je sais pas, comme s'ils se parlaient par télépathie, les mecs. Moi, à l'époque, je me disais, bon, je voyais ça d'un œil un peu émerveillé. Ça serait aujourd'hui, on me raconte ça, je dirais le mec, il est cinglé. Faut qu'il aille se faire soigner. C'est pour ça que j'ai eu peur de faire cette vidéo, parce que ce que je vais vous dire, c'est vraiment ce que j'ai vu. Voilà. Et au détriment de ce que vous pourrez croire, c'est vraiment ce dont je me souviens. Et tout ce que je vous raconte, c'est vraiment ce que j'ai vécu. Ils se sont parlé par télépathie. Voilà. La personne, ensuite, est partie. Je sais pas. Je crois que elle est restée jusqu'à midi. Et à un moment donné, la fermière est venue pour nous amener les plateaux repas. Et là, à ce moment-là, il est parti. Il m'a souhaité bon appétit, il est parti. La journée se faisant, début de soirée, entre 16 et 18 heures. Monsieur Colomb était allongé. Moi, j'étais sur mon lit avec un bouquin de BD, je sais plus ce que c'était, un Spirou ou je ne sais quoi. On parlait comme ça, et je lui demandais le triangle des Bermudes, c'est quoi, pourquoi ça existe et tout. Et bon, je me souviens plus ce qu'il m'avait répondu, mais il me parlait de champ magnétique, etc. J'étais très fasciné par ce qu'il me disait. Ces paroles, elles avaient quelque chose sur moi, en effet. C'était pas que j'avais l'impression que je ne parlais pas à quelqu'un d'ordinaire. C'est vraiment ça la raison. J'avais l'impression que je ne m'adressais pas à quelqu'un d'ordinaire. Alors j'étais comme attiré et comme tétanisé par les réponses qu'il me donnait. Et à un moment donné, il me dit qu'il avait un maître en Inde. Donc je sais pas si c'est du bouddhisme ou quoi que ce soit. Avec le recul, je peux me dire ça, mais je sais pas. Et il me demande en fait de me taire. Parce que j'arrêtais pas de lui poser des questions, de lui parler. Et il me dit, s'il te plaît, j'ai besoin de méditer. J'ai besoin d'aller rendre visite à mon maître. Alors moi, ce que je fais, je me tais. Parce que c'était quand même une grande personne par rapport à moi, donc je me tais. Donc je le vois, je l'entends plus, du moins. Je le vois qu'il ferme les yeux. Seulement quelques minutes plus tard, ou je sais plus combien je saurais vous dire, j'entends cette personne qui commence à avoir des respirations fortes et à claquer des dents. Et il commence à dire « j'ai froid, j'ai froid, j'ai froid ». Il avait froid, le mec. Mais il semblait pas s'adresser à moi. Je sais pas, il était en transe, quoi. Je sais pas ce qu'il faisait. Donc je me suis levé, en fait, je suis descendu de mon lit. J'ai mis une couverture sur cet homme parce qu'il avait froid. Je retourne me coucher, mais au bout de 3 minutes, j'ai chaud. Il suait comme pas possible. Je dis, c'est pas possible. Je dis, qu'est-ce qui se passe et tout. Mais d'un seul coup, il s'est levé comme ça, en s'asseyant sur son lit, et il a fait ce qu'on appelle une hématémèse. Il a vomi du sang. Comme ça, plein le lit. Alors là, tout de suite, ce que j'ai fait, un réflexe que j'avais, je sais pas si, j'ai dû le voir à l'école sûrement, j'ai mis l'homme sur le côté,
Et tout de suite, j'ai mis la personne sur le côté. J'ai essayé de j'osais même pas trop mettre les mains sur la bouche, mais je suis parti en courant, carrément, chercher l'infirmière. Et j'ai dit, venez vite, le monsieur est en train de vomir du sang. Je crois que c'est un truc comme ça. Et là, les infirmières sont venues, tac. Le médecin est arrivé. Enfin, à l'époque, maintenant, ça se passe maintenant. Ils prennent le lit puis ils s'en vont avec le patient. Non, à l'époque, il y avait des sorts qui étaient sur roulette, en accordéon. Donc ils l'ont tiré comme ça pour cacher du lit. Et les médecins étaient avec lui en train de pratiquer une réanimation cardio-pulmonaire. Ce qu'on appelle une RCP en jargon. Seulement ce que j'ai entendu, mesdames et messieurs, c'est là-dedans. C'est jamais sorti de ma tête. Le médecin disait à l'infirmière, allez me chercher un autre stéto. Allez me chercher un autre stéthoscope. C'est pas possible. C'est impossible. Il marche pas. Apparemment, il disait c'est impossible, j'ai pas de pouls, j'ai rien. Comme s'il était mort. J'ai pas de pouls, il a la tension, une tension au bord du collapsus en fait. Il avait pas de tension et il était considéré comme mort quoi. Et pourtant, il avait une activité cérébrale et apparemment une respiration. C'est simplement le cœur qui était arrêté, c'est ça qu'il comprenait pas. C'était pour lui quelque chose de... Donc je vois l'infirmière qui part en courant, ils étaient tous affolés là-dedans. Et bon, ensuite, d'un seul coup, tac, ils ont pris le lit, ils ont parti avec. Et moi, j'ai plus revu personne jusqu'au lendemain matin. Le lendemain matin, ce monsieur qui est venu voir monsieur Colomb, arrivé dans la chambre, sans être étonné plus que cela. Il avait l'air d'être au courant de ce qui s'était passé. Moi, je le vois, il me dit bonjour, il me parlait quand même, il était gentil. Je lui dis, il est parti, et hier il s'est passé ça. Il me dit oui, je sais, il est pas très loin, il est dans une salle en réanimation. On entendait, je me souvenais, la pièce était pas loin. Hein, j'entendais comme le... J'entendais ça. Ça, c'est un son que j'ai pas oublié. Puisque je vous dis, j'étais à côté de la porte. Et en face du couloir, il y avait cette fameuse salle. Une salle de, je sais pas, une salle de réa, tout simplement. La personne qui est venue le voir commence à fermer les yeux au pas de la porte. Il commence, je sais pas ce qu'il fait. Alors moi, j'essaie de lui parler, il me fait chut, comme ça. Alors moi, je me tais. Hein. Cette personne, elle me dit, ne t'inquiète pas, il va très bien. Il te remercie d'être venu à son aide hier. Moi, pour l'instant, c'est vrai qu'aujourd'hui, je me dis que ça paraît complètement fou, cette histoire, que c'est une histoire de fou et il y a vraiment des tarés sur Terre. Et je comprendrais même que vous me disiez à moi, sur la vidéo, que je suis complètement taré. Et pourtant, mesdames et messieurs, je suis désolé de vous le dire, c'est réellement ce dont je me rappelle, ce qui s'est réellement passé sous mes yeux. Cet homme-là a bien dit ce que je vous ai dit. Mais c'est pas fini. L'histoire s'arrête pas là. Il me propose de faire un tour dans le parc. Moi, je dis ok, je vais faire un tour dans le parc pour discuter avec cet homme. Alors je me rappelle que sur le parc de l'hôpital d'Albertville de l'époque, il y avait un grand portail vert comme ça. Il y avait une rue en face, à double sens, et dans cette rue, si vous voulez, entre la rue d'en face et la rue il y avait comme des arbres. Il y avait un terre-plein central. Je me rappelle toujours des grands arbres. On arrivait à voir parce que le tronc était quand même assez haut. On arrivait à voir la rue d'en face quand même. On voyait les voitures. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important ce que je vous dis, vous allez voir pourquoi. Alors on s'assoit sur les marches d'escalier d'une petite maison qui se trouvait collée à droite du portail de l'entrée d'hôpital d'Albertville. Cette maison, je ne saurais vous dire ce que c'est. Peut-être c'est la maison du gardien, je sais pas. Comme, vous savez, le gardien quand on vient voir le gardien à l'hôpital, quand on rentre, tu vois. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il y avait des escaliers, elle était en pierre. On s'assoit. Donc je me souviens, c'est qu'à chaque fois que je parlais à cet homme, il savait à l'avance que j'allais répondre. Et ça me gonflait. Je lui disais, mais comment tu sais que j'allais répondre ça? Parce que je le tutoyais. Comment? Et j'avais envie de partir à un moment donné, parce que à cet âge-là, j'avais envie de bouger. Il me dit, t'as envie de partir, t'as envie d'aller rentrer. Il savait exactement dans ma tête ce que je pensais, ce que j'avais envie de faire. Donc déjà, j'ai commencé à me sentir un peu, quand j'étais avec monsieur Colomb. J'avais envie j'étais avec quelqu'un qui n'était pas ordinaire. Et puis d'un seul coup, enfin, je vous raconte ce que je me rappelle, parce qu'il s'est passé peut-être plein de choses, mais il s'est passé 2 événements, enfin 3 du moins, pendant que je parlais avec cet homme-là, que j'ai pas oublié. La première, c'est que quand on était assis dans cet endroit, en face, il y avait donc le bâtiment de l'hôpital, et tout en haut, il y avait une jeune femme avec un Walkman comme ça. Et il me dit, tu vois la fille là-haut? Tu vois la fille là-haut? Elle écoute de la musique classique, la musique douce. Et je lui dis, comment tu sais ça? Et il me répond pas. Il me dit, tu verras, elle va bientôt descendre, elle va passer devant nous, tu verras, elle écoute de la musique classique. Elle va bientôt descendre,
cette personne-là, pour se promener dans le parc. Eh ben, figurez-vous qu'elle est descendue. Mais avant que cette personne descende, il s'est passé un autre truc. Il y a une voiture qui était carrément dans la rue qui était en face, mais pas côté hôpital, de l'autre côté, qui s'arrête et qui se met en warning. Et il me dit, tu vois la dame là-bas? Elle cherche le gymnase d'Albertville. Elle va venir nous demander où se trouve le gymnase d'Albertville. La personne, cette femme qui vient, elle traverse, elle s'approche. Excusez-moi, monsieur. Elle s'adresse donc au type. Oui, alors lui, il répond, oui, le gymnase d'Albertville. Oui, c'est ça. Et puis, il lui dit, alors il indique où c'est. La bonne femme, elle s'en va, sans se poser de questions. Moi, il sait que je cherche le gymnase. Moi, n'importe qui se serait demandé, mais attends, comment vous savez que je cherche? Non, non, elle a rien dit. Elle commence à tourner talon. Elle s'arrête. Elle se retourne, elle me regarde, elle me fait, vous vous êtes cassé le nez, vous êtes battu? J'ai dit oui. Elle m'a dit, toute votre vie, vous devrez vous battre. Et elle s'en va. Alors là, honnêtement, j'ai trouvé ça très curieux. Et elle s'en va. Et moi, à un moment donné, je vois cette jeune femme avec le Walkman qui passe sur la cour. Je sais pas combien de temps après, je synthétise le temps, mais... Et moi, je lui fais, s'il vous plaît, Elle enlève son casque, oui. Je peux savoir ce que vous écoutez? Alors, elle me dit, c'est du Chopin ou un truc comme ça. Je lui dis, faites voir. Alors, elle vient, carrément, elle s'approche, je prends le Walkman, et c'était de la musique classique. J'ai dit, merci. Voilà, puis après, elle continue, voilà. Et là, je lui dis, comment tu fais pour... Je lui ai pas dit qui es-tu, je lui ai dit, comment tu fais pour savoir tout ça? Comment... Et il me répond, et je crois qu'il m'a pas répondu, il me dit, je dois y aller. Il faut que j'y aille. Je dois partir. Écoutez bien, parce que là, ce qui va se passer, je vais essayer d'être le plus précis possible sur ce qui va suivre. J'étais toujours assis, il se lève, il était à ma droite. Je me rappelle toujours, à ma droite, côté portail. Faut savoir qu'entre le portail, il y avait un petit muret, et contre le muret, la maison. Et la petite maisonnette, les escaliers où on était assis. Il se lève, me dit, je sais pas si on se reverra, mais je te souhaite bonne chance pour la suite. Il commence à marcher. Si vous voulez, le long du trottoir où se trouvait la maison, il y avait un grand mur de l'hôpital qui longeait tout le parc et qui fait à peu près, je sais pas, bien 100 mètres. Allez, même s'il fait 50 mètres, admettons. Donc il y a un grand mur, un trottoir où normalement il est censé... il se lève, il prend le petit portillon à côté du portail, il me fait signe de la main et moi, à ce moment-là, je sais pas pourquoi, je saurais vous dire pourquoi j'ai ressenti ça. J'ai eu une grosse émotion là. J'avais pas envie qu'il parte. Parce qu'en sa présence, je sentais quelque chose de... Je sais pas l'expliquer. Ce que je voulais, c'est qu'il reste avec moi. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais... Je sais pas pourquoi j'ai ressenti ça, mais je voulais pas qu'il parte. J'étais bien en sa présence. Il franchit ce petit portillon et il se dirige vers la droite. Il me fait coucou comme ça. J'ai les boules quand je raconte ça. J'ai beaucoup d'émotions à chaque fois que je raconte ça. Excusez-moi. Il commence à marcher le long... En fait, je le vois qu'une personne qui franchit le portillon et qui marche sur la droite, et après il y a le mur, je le vois plus. Donc moi je me lève, je franchis ce petit portillon pour lui refaire coucou. Et quand j'arrive derrière le portillon, je vois le trottoir, le grand mur, je tourne la tête partout et je ne le vois plus. C'est-à-dire qu'il a disparu. J'étais censé voir quelqu'un qui marchait de dos, je n'ai rien vu ni personne. Il avait complètement disparu. Ça m'a bouleversé. J'étais pas bien. Je suis rentré dans la chambre. Ce soir-là, j'ai eu du mal à dormir. Je me rappelle. Et en rentrant dans ma chambre, c'était quoi? Peut-être 17h30, par là. Fin de journée. Je vois arriver le directeur de l'établissement Belle Étoile avec la personne qui m'a cassé le nez. Donc j'avais une double fracture du nez, comme je vous l'ai dit. En fait, le directeur a demandé à cet individu de venir s'excuser. Ils avaient acheté des bouquins pour moi. Voilà, tout ça. Et le directeur lui a dit « excuse-toi ». Et donc lui s'est excusé, etc. Selon un protocole, évidemment. Et ils sont repartis. Le soir se passe comme ça. Le lendemain matin, je sais pas, milieu de matinée, Monsieur Colomb, le retour. Je le vois revenir dans la chambre. Il s'assoit sur son lit. Il sort de Réa, donc ça allait... Il s'assoit sur son lit. Il me dit rien. Si, je crois qu'il me dit bonjour, ça va, mais rien de plus. Et je lui dis à monsieur qui est venu hier, je lui raconte ce que j'ai vécu. Il me dit oui, je sais qu'il est venu. Il faut que tu saches une chose, c'est que lui et moi, on n'a pas besoin de se parler avec la voix. On communique par télépathie. Moi, j'ai pas été choqué plus que ça avec ce que j'avais vu d'eux. Et il vient vers moi et il me dit, écoute, comme moi, vous savez ce que je vais vous dire, c'est
J'avais pas l'habitude qu'on me parle comme ça. J'ai vécu, vous savez, une enfance, moi, où on disait pas mon fils, je t'aime, ou des trucs comme ça. J'ai jamais eu trop d'affection quand j'étais gamin. Cet homme-là me portait un intérêt et une reconnaissance que j'avais pas l'habitude de recevoir. Il me dit, je te dois la vie. Alors déjà, je me dis, comment ça, je comprends pas. Il me dit, grâce à toi, ma vie. Et l'infirmière arrive au même moment. Je lui dis, je comprends pas, je t'ai pas sauvé la vie, Et l'infirmière dit, si vous n'avez pas été là, effectivement, on arriverait tôt tard, il serait mort d'une hémorragie interne. Donc moi, j'ai fait ce que... C'est un instinct, quoi. Je suis parti demander de l'aide. N'importe qui aurait fait pareil. Il n'y a pas de mérite. Mais enfin, en tout cas, lui, il me dit, écoute, donne-moi tes mains. Alors moi, je lui donne mes mains, je me demande ce qu'il me demandait. Il va me lire les lignes de la main, je sais pas ce qu'il va me faire. Il me prend mes mains, il met son pouce dans le creux des mains, comme ça. Il ferme les yeux, il me dit, je vais te donner, pour te remercier, un cheval. Je ne comprenais pas pourquoi il faisait le truc des mains, et qu'il me disait ça. Alors moi, je lui dis, je peux pas avoir un cheval, parce que je suis dans un centre, et je ne saurais pas où le mettre. Parce qu'il me dit, j'ai un ranch et tout, ok. Donc, du coup, il n'a pas pu me donner le cheval, évidemment. Il me dit, écoute, alors à ce moment-là, en fermant les yeux, il me dit, écoute, je serai ton ange gardien, je sais pas pour combien de temps. Il m'a dit que ça serait mon ange gardien. Et que toutes les conneries que je fais, il le saura. Et même mon examen que je passais, donc c'était un CAP de pâtissier de l'époque, il m'a dit, je saurais si tu l'as ou pas. Ça, c'est ce qu'il m'a dit. Ok, c'est ce qu'il m'a dit, ça. L'histoire, elle s'arrête là, à l'hôpital. Je réintègre le centre et 1 an plus tard, alors déjà, j'étais attiré par la musique très vite. 1 an plus tard, parce que je vivais la violence dans ce centre. Tous les jours, j'étais agressé. J'ai subi des sévices, pas sexuels, hein, attention. J'ai subi des sévices, des coups. C'est-à-dire, je me battais. Je vous raconte une histoire qui s'est passée dans le centre. À midi, au plateau repas, j'avais une personne que je tairais son nom qui me piquait mon dessert tout le temps. À un moment donné, il eût fallu que ça cesse. Donc il m'a piqué mon dessert longtemps et un jour, il me pique mon dessert. Et là, j'ai explosé. Je suis levé et pendant qu'il était assis en train de manger, je lui ai mis une ruée de coups. Je crois que j'avais pris une fourchette et que j'avais essayé de lui planter dans la main. En tout cas, c'était quand même assez hard. Et puis ce jour-là, on m'a dit, lui, on le laisse tranquille et tout. Et j'ai été tranquille. Mon éducateur, je sais plus quand, il vient me voir, il me convoque dans le bureau, il me fait, Patrice, donc mon prénom, tu vas partir. Alors je lui dis, ouais, tu vas partir en vacances, il me dit. Mais c'est un aller sans retour. Je dis, ah bon? J'étais content. Il me dit, tu vas partir chez ton père. Donc à l'époque, c'était à Nice. Il habitait à Nice. Et je sais pas quand est-ce que tu vas revenir. Il était bien, cet éducateur s'appelait René. René Clair, exactement. Je sais pas s'il a encore ce monde, mais c'était un éducateur. Enfin, je passe quand même les détails de tout ce que j'ai vécu là-dedans. Je quitte ce centre et j'arrive à Nice. Et au fil des années qu'on suivit, c'est-à-dire dans les 10 ans qu'on suivit cet événement, j'ai eu 2 accidents de moto où j'aurais pu mourir et je ne suis pas mort. J'ai été sauvé à chaque fois par quelque chose de... on ne sait pas pourquoi, mais j'ai été sauvé. Et puis un jour, j'ai posé les mains sur un piano et j'ai commencé à jouer. Voilà. Sur une guitare, sur un piano. Et j'ai commencé à savoir jouer. Très vite, très vite. Un jour, et c'est là que vous allez bien ouvrir vos oreilles. Un jour, je fais une rencontre. Cette fille, elle me dit qu'en fait, elle a... Non, c'est ma mère qui m'appelle, pardon. Ma mère, elle m'appelle, elle me dit, Patrice, j'ai une amie qui voudrait te rencontrer. Je voulais présenter mon fils, etc. On se donne rendez-vous sur l'avenue de la Californie à Nice, dans un bar, enfin dans une espèce de... Ouais, c'était un snack. On est à manger le midi, puis voilà. Cette femme, elle me regarde. Ma mère, elle dit, ton fils, il a quelque chose dans ses mains. Il a un aura, il a quelque chose. Cette femme, en fait, cette amie de ma mère était bouddhiste ou je sais plus quoi. Et elle a vu quelque chose que moi, je savais pas. Et elle dit à ma mère, il peut guérir avec ses mains. Alors là, je vous arrête tout de suite. Aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, je suis pas guérisseur du tout. Je sais même pas si j'ai jamais... En tout cas, depuis, je peux pas vous dire, mais je pense pas être guérisseur du tout. C'est du passé, ça. Ça date de... je suis arrivé à Nice, c'était en 97, à peu près. Non, c'était avant. C'était avant 97. C'était en 88. En 87, pardon. Parce qu'en 88, j'ai fait l'armée. Je suis revenu ensuite. Voilà, ok, donc c'est ça. C'est ça. Donc ça s'est passé dans les années 90, que je vous dis là. Dans les années 90, 91, 12, par là, dans ces eaux-là.
J'essaye de me restructurer par rapport au centre Belle Étoile. Du coup, ma mère, elle a dit, bah c'est bien, mon fils, ok, d'accord. Ma mère me rappelle un autre jour. Je sais plus quand, peut-être quelques mois après. Elle me dit, Patrice, j'ai une amie, ta fille a un caillot de sang au cerveau. Tu veux pas essayer de lui poser les mains sur ta tête ou essayer de faire quelque chose, on sait jamais. Et moi, je dis, écoute, je veux bien la rencontrer, mais je te promets rien, quoi. Je sais pas, moi. Donc, je rencontre cette femme, je rencontre cette jeune fille qui était un petit peu plus jeune que moi. Et ma mère, je me souviens toujours, elle dit à sa copine, laisse faire mon fils, ne vous inquiétez pas. Et moi, j'ai posé en fait mes mains sur sa tête, j'ai fermé les yeux, et je crois que j'ai dit une prière. J'ai dû dire ça, s'il te plaît, viens à son aide, s'il te plaît, ou un truc comme ça. J'ai dû dire un truc comme ça. Voilà, ça a duré quoi, peut-être 5 minutes. Puis on a continué, on a bu un coup, etc. Je crois que c'est 2-3 jours après, ma mère m'appelle en pleurs. Elle me dit, ouais, Patrice, tu te rends compte, mon fils, ta fille, le caillot de sang est sorti par le nez. Son caillot de sang est sorti par le nez. Et c'est à ce moment-là que j'ai dit, bah incroyable, ça, dis donc. Mais à cette époque-là, j'étais encore trop jeune pour mesurer l'importance de ce qui s'était passé. Et je ne faisais pas encore la liaison. Je racontais cette histoire que j'ai vécue, et puis je prenais ça avec légèreté. Je me disais, ouais, c'est quelqu'un qui m'a donné des pouvoirs. Je passais pour un con, mais enfin, en tout cas, voilà. Mais en tout cas, avec le temps et le recul, il s'est passé ça. Et après, avec le temps, évidemment, toutes ces choses-là, elles ont disparu. J'ai toujours l'histoire dans ma tête. Je ne saurais vous dire si aujourd'hui je guéris ou pas, j'en sais rien. Je préfère pas le savoir. En tout cas, je ne suis pas du tout à me prétendre guérisseur ou quoi que ce soit. Moi, cette vidéo, je l'ai fait pour raconter vraiment ce qui s'est passé. Monsieur Colomb, je l'ai jamais revu. J'ai cherché. Hein. Ou hôpital d'Albertville, hospitalisé. Dans les réseaux sociaux, je n'ai jamais retrouvé cet homme. C'est comme ça. En tout cas, l'histoire, elle s'arrête là. C'était un secret que j'ai gardé toute ma vie. J'ai toujours eu le sentiment, effectivement, d'avoir un ange gardien qui veille sur moi et par des qui se sont avérés en ma faveur, surtout quand j'ai eu mes accidents de moto, là. Voilà. Et à chaque fois que je me suis adressé, que ce soit au bon Dieu ou quand j'avais besoin de quelque chose, généralement, j'avais cette chose-là. Ça a duré des années. Après, ça s'est estompé parce que de moins en moins, je me suis intéressé à... On va dire que j'ai perdu peut-être un peu la foi, je sais pas. Bien que j'ai toujours foi en Dieu, mais enfin bon, ça c'est un autre débat. Voilà, mes amis, je crois que... J'espère que cette vidéo, elle vous a trop saoulé. C'était mon histoire, j'avais envie de la raconter. Je me suis dit qu'un jour, je la raconterais. Bah maintenant, c'est... Si vous pensez que cette histoire est incroyable, si vous avez aimé mon histoire, vous mettez un pouce bleu et vous vous abonnez, évidemment. Je vous retrouve une prochaine fois pour une vidéo. Je vous disais, la chaîne est atypique. Chaque sujet est pour des personnes bien ciblées. À très bientôt, les amis. Au plaisir de vous revoir sur YouTube.